Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le XVIIIe siècle en 10 œuvres. Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix. Épisode 1. 1715, Louis XIV meurt et le grand siècle s'achève. Celui dit des Lumières commence dans la frivolité de la régence de Philippe d'Orléans avec le sentiment d'une libération morale et intellectuelle. Le peintre Antoine Watteau illustre de son pinceau subtil et mélancolique les fêtes galantes. De jeunes couples dansent, d'autres rient ou se dissimulent derrière des bosquets pour échanger un baiser. Tout n'est que plaisir et spectacle, robes et costumes satinés qui se frôlent au cœur d'une nature complice ou dans les recoins secrets d'intérieur qu'on devine luxueux. En Italie, le carnaval de Venise peut durer jusqu'à 6 mois. Toutes les cours royales parlent alors le français. L'Angleterre connaît sa première révolution industrielle et la France de Louis XV est le pays le plus peuplé d'Europe. L'abîme semble encore bien loin. Pourtant, on pourrait se demander si les personnages de Watteau embarquent joyeusement pour l'île de Cythère pour y goûter les joies de l'amour, ou bien s'ils n'en reviennent pas, repus mais déjà nostalgiques d'un fragile moment disparu. Pourtant, à force de se déguiser et de se grimer, les personnages du peintre italien Giandomenico Tiepolo ont-ils seulement un visage ? Tout au fond de ces tableaux, des hommes grimacent, des Pierrots sombres à peine ébauchés vous fixent. Inquiétant. Entre la mort du roi Soleil et l'exécution de Louis XVI en 1793, se déploie le siècle de la raison triomphante et des philosophes qui croient pouvoir éclairer les monarques. Celui qui postule, comme Condorcet, les progrès de l'esprit humain. Celui des scientifiques Newton et Lamarck, celui du libéralisme, celui de la Révolution américaine et d'une déclaration qui grave dans le marbre la liberté et le droit au bonheur des peuples. Né sous le très austère et despotique règne de Louis XV, dit le bien-aimé, toute une génération d'intellectuels philosophes se prépare lentement à devenir des hommes politiques. Éduqués dans le culte de la raison, lecteurs de Montesquieu, de Voltaire, de Diderot et surtout de Rousseau, ils s'effraient de la guerre qui contrarie le commerce et nuit au progrès. Ils s'indignent de l'intolérance religieuse et de l'arbitraire de la justice du roi. Ils se révoltent finalement lorsqu'on entreprend de les faire taire et les somme de rester à leur place. Bourgeois ambitieux et lettrés, nobles généreux, idéalistes convaincus ou plus bassement pétris de ressentiment, ils parlent de mérite là où on leur dit privilège. Ils rêvent de changement là où on leur rappelle la tradition. Nés dans les pastels des alcôves rococo et dans les échanges polissés des salons, le siècle des Lumières s'achève dans les ruines de la Bastille et les clameurs de l'Assemblée nationale. Il sera désormais difficile, voire impossible pour les artistes, d'ignorer l'histoire et le peuple qui s'en est fait le héros. « 1. L'Encyclopédie et les philosophes des Lumières. 1751-1772. Sapere aude, ose savoir, affirme le philosophe allemand Emmanuel Kant dans son opuscule intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» 1784. Éclairé par la raison, toute une génération de scientifiques, d'écrivains et de magistrats, en un mot de philosophes, a entrepris depuis la fin du XVIIe siècle de penser librement en se dégageant de la tutelle des dogmes religieux et politiques. Pour Kant, l'histoire de l'humanité peut être comparée à un enfant qui s'émancipe de ses maîtres. La période des Lumières est celle de la sortie de l'obéissance puérile pour parvenir, non sans douleur, à la maturité. C'est l'autonomie.
Le bouleversement des mentalités est en effet sans précédent, initié par ceux qui entreprennent de penser tout ce qui les entoure à l'aune de la raison et qui désirent à présent s'engager dans la vie de la cité, participer au débat public, guider peut-être les rois, aider le peuple à améliorer ses conditions de vie. L'immense projet de l'encyclopédie menée par Diderot et d'Alembert a cette ambition. À l'origine, simple traduction d'un dictionnaire anglais, l'encyclopédie devient, sous l'impulsion des deux amis et avec l'aide des plus grands intellectuels de ce temps, quelques articles sont rédigés par Rousseau, Voltaire, Montesquieu, mais ce sont surtout le chevalier de Jaucourt, Condillac, Dumarsais, Damilaville et d'Holbach qui fournissent les plus nombreuses contributions. Ainsi que la protection de Madame de Pompadour, la favorite du roi, une vaste somme des connaissances théoriques et pratiques de l'époque. Si les articles les plus connus concernent la politique, la religion et l'économie, faisant de l'ouvrage une vitrine des valeurs libérales des Lumières, sécularisation de la société, appel à la tolérance religieuse, critique des superstitions, valorisation de l'éducation, refus de la guerre et défense du doux commerce, on oublie trop souvent qu'une grande partie de l'ouvrage est constituée de textes et de planches techniques destinés à vulgariser les savoirs scientifiques. Pour les Lumières, en effet, le bonheur individuel rime avec le bien-être matériel et terrestre. Subtilement, Diderot omet ainsi de préciser dans son article « Homme » que celui-ci est une créature divine. 17 volumes de texte, 11 volumes de planches, 5 volumes de suppléments, 2 volumes de tables, 71 818 articles, 25 000 exemplaires vendus entre 1751 et 1789. 20 ans de travail, 1000 ouvriers et environ 25 livres, soit un mois de salaire d'un ouvrier, par volume. L'entreprise est une réussite majeure. Les obstacles sont nombreux, censure, embastillement de Diderot, dissensions entre les auteurs. Et les défauts existent, répétitions, erreurs notamment. Mais à la veille de la Révolution, les idées nouvelles et les espoirs de changement se sont diffusés et démocratisés grâce à cet ouvrage que peu possèdent, mais que beaucoup ont lu, ou du moins connaissent. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.